Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Il était une fois le cinéma, votre podcast où on parle de cinéma et rien d'autre que de cinéma. Et aujourd'hui, c'est un véritable plaisir de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Oui, parce que moi je ne parle pas de critique, je parle d'analyse tout simplement parce que je donne un point de vue analytique sur un film qui m'a, ou une série qui m'a profondément touché. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un film qui a eu le droit ce mercredi à une sortie cinéma et que ça fait grandement plaisir, alors qu'à la base ce film était destiné à être littéralement oublié. Enfin oublié, volontairement oublié, des fois je me pose la question. Mais voilà, donc c'est un film qui a un passif assez intéressant de se dire que ce film devait avoir seulement que 2 dates en France. 2 dates. Et quand je vous dis 2 dates, c'est pas 2 dates approximatives, non, c'est vraiment 2 dates pour voir le film. Ce film a eu justement une aide des internautes, justement qui ont fait on veut voir ce film, c'est honteux qu'on puisse pas le voir, alors que le film cartonne dans le monde entier. Aux États-Unis, le film a fait quand même un gros chiffre. Alors que sa saga concurrente, qui est du même nom, marche, voilà, tant bien que mal. Mais on va être honnête, clairement, c'est un film qui fait poser beaucoup de questions, et c'est pour ça qu'on va y réfléchir. Que clairement, il y a aujourd'hui, les films, comment des films aujourd'hui comme Avengers, Avengers, ça se justifie parce qu'il y a un casting tellement monstrueux. Un film comme Fast and the Furious 10, un film comme c'est Marvels, un film comme Ant-Man 3. Des films comme ça, aujourd'hui, coûtent aussi cher. Alors que le film que nous allons parler aujourd'hui, je vais monter, attention, j'adore ça, a coûté de mémoire, je peux dire une bêtise, mais bon, je vais me préciser sur ça, avec un budget de estimation à 15 millions de dollars. Je ne parle pas de yens parce que nous allons parler d'un film qui nous provient du soleil levant. Il s'agit de Godzilla. Godzilla Minus One. Ou, dans son titre québécois, Godzilla moins 1.0. Je trouve ça génial. Merci les Québécois de illuminer ma journée. Donc aujourd'hui on va parler de ce film, un film qui pour moi perso me touche énormément. Un film qui justement est presque un semi-remake du premier. Sans mauvais jeu de mots, on est presque proche du remake. Mais le film offre tellement de choses. Et quand je dis du remake, c'est parce qu'on retrouve la semence à peu près du premier. Un premier film, Godzilla, qui moi personnellement, oui je parle un peu de moi aussi, j'en ai bien le droit, m'a profondément marqué parce que je l'ai vu très jeune, passant à la télé, par advertence, et cette créature m'avait profondément marqué. Derrière, du haut de mes 6 ans, 7 ans, c'est le temps de sortie de VHS, j'avais loué la VHS de Godzilla pour vaincre un peu ma peur. Au final, le film de Roland Emmerich était totalement innocent. Je suis tombé d'amour pour la petite série d'animation qu'il y a eu à l'époque, où tu as un gros lézard contre des gros monstres, avec des scientifiques qui font miraculeusement bien leur travail. Je trouve ça génial. Du coup, ce qui en fait quand même un film très intéressant. Enfin, la saga Godzilla est très intéressante sur beaucoup de choses. De films à la fois divertissants, proches des certains pour proches du nanar, et la capacité à cette saga justement de se réinventer perpétuellement. Une pensée pour un de mes moments préférés de toute la saga, parce que je m'en suis tapé pas mal des Godzilla, parce qu'il y en a quand même à peu près si tu comptes avec les Américains, on compte à peu près proche d'une 40aine de films. Une grosse pensée pour Godzilla Final War qui, perso, pour moi est fameux. Tellement fameux. Mais du coup, il y a aussi 2 films qui ont, pour moi, coup pour coup, su ramener Godzilla, on va dire, autant aux États-Unis qu'au Japon. C'est le Godzilla de Gareth Edwards, alors que beaucoup de gens lui ont reproché des trucs. Moi, perso, je trouve que c'est un film qui est bourré de qualité.
C'est un film qui est véritablement bourré de qualité, qui offre quand même de très belles perspectives, et qui offre justement un Godzilla qu'on voit très peu, mais justement à hauteur d'homme, sauf ce que je trouve très intéressant. Et c'est pas pour rien, parce que quand même, faut le dire, Gareth Edwards est un petit touche-à-tout assez exceptionnel, hein, parce que son premier film, Monster, en 2010, où il est également directeur de la photo, des effets visuels et scénariste. Donc voilà, un homme, voilà, il a que 48 ans. Bon, après The Creator, je suis plus mitigé avec le temps, mais c'est un réalisateur qui, pour moi, dont j'ai une sympathie. J'attends de voir ce qu'il a fait, parce qu'il n'a fait que 4 films, et c'est toujours une question qu'on se pose, justement, de voir jusqu'à où va aller un réalisateur. C'est un peu des fois la question qu'on se pose. Donc du coup, voilà. Gareth Edwards avec son Godzilla, sorti en 2014, et surtout, pour moi, ce qui est peut-être un des meilleurs Godzilla ever, peut-être pour moi dans les 3 premiers. Parce que c'est ça, c'est aussi un seul freeboot aussi, hein, dans l'idée. Godzilla Resurgence est réalisé par quelqu'un qui n'est pas connu aux fans d'animation et de mecha et de gros monstres. Car il a été réalisé en coopération avec Shinji Higuchi, mais surtout avec Hideaki Anno. Hideaki Anno qui est un réalisateur, un créateur absolument fascinant, qui a pour moi créé parmi certains animés qui m'ont le plus touché. Je peux citer par exemple Nadia et le secret de l'eau bleue, qu'on oublie que c'est lui, hein. On oublie beaucoup. Et bien sûr, la saga Evangelion. La saga Evangelion est très intéressante sur cet aspect-là, car quand même, c'est un projet qui est magnifique. Dans l'aspect, c'est une pure œuvre des années 90, hein, Evangelion. Je pense ça fait partie pour moi des films et séries, globalement, animés, qui te marquent dans les années 90, à quel point on était sur un esprit de désespoir dans les années 90 qui était absolument magnifique et très mélancolique et quand je regarde avec une certaine douceur aujourd'hui. Et c'est toujours intéressant. Du coup, il fait ce film Résurgence et justement, il revient avec cet aspect politique que je trouve très intéressant tout le long justement de ce film. Je vais pas rentrer dans les détails, j'en ferai peut-être un tu sais pas quoi regarder, car c'est un film qui est très intéressant sur beaucoup de points. Sur l'aspect politique au Japon, politique qu'on voyait déjà par exemple dans Evangelion, ce qui est très intéressant d'ailleurs. Et d'ailleurs ça va suivre justement, plusieurs films Godzilla vont arriver du côté du Japon, mais il y en a un qui va plus marcher que d'autres, étonnamment. Car il a été produit à hauteur de 15 millions de dollars. Ce que je rappelle est, techniquement si en mathématiques, on va dire presque un peu... Allez, 1,5e de certaines dernières séries Marvel. Ou beaucoup plus. Parce que t'as quand même des séries qui coûtent une blinde maintenant chez Marvel. Et du coup, ce film a coûté 15 millions de dollars et montre à quel point, en fait, t'as pas besoin de tant que ça, en fait. Le film dure 2h05. Le film te présente un personnage simple. Je vais y venir sur mon résumé. Et justement nous montre à quel point on n'a pas besoin de tant de choses pour faire un bon film. Mon Dieu, bigre comme diraient certains. Du coup, l'histoire se passe en 45, le début, sur l'île Dodo, où Koichi est un pilote qu'il a un problème. Tout simplement, si vous comprenez assez simple, si vous ciblez 45, Deuxième Guerre mondiale et pilote, il avait pas trop envie de se faire péter. Mais la base va se faire attaquer par Godzilla. Il va survivre. Malheureusement, il n'a pas fait acte de bravoure, justement. Il se retrouve du coup dans Tokyo, où il va se créer une situation familiale avec une fille qu'il va rencontrer, et qui a une enfant qu'elle a trouvée dans la rue. Donc déjà, objet de... monoparentale, enfin, une nouvelle société japonaise très progressiste, j'y reviendrai à peu près, sur cet aspect justement de la famille, que je trouve très beau. Viendra justement, il va trouver un boulot en tant que démineur, justement pour détruire les bombes, enfin, qui ont été mis par les États-Unis autour du Japon. Donc du coup, il va travailler.
vivre sa vie de famille, tout simplement, et après, derrière, en fait, va revenir Godzilla. Godzilla qui va faire beaucoup de ravages, et ce très cher Koichi va prendre son courage à deux mains pour pouvoir vaincre la créature, accompagné de ses nombreux camarades. Voilà. C'est un résumé très bref que je vous fais là, parce que le film déborde de beaucoup de choses et thématiques que je trouve très intéressantes. D'ailleurs, je viens de voir que pour nos amis belges, vous avez eu le droit à une sortie en décembre. Félicitations à vous. Donc du coup, Godzilla, ça reste quand même tout produit par la Toho. On a quand même... Est-ce que, du coup, ce film, je peux en parler déjà, on va parler un peu du scénario et tout ça. Le scénario est très simple. Et j'ai vu des gens dire, le film est cliché. Alors, je vais pas dire que le film est cliché, je vais dire que tout simplement, j'aime bien que les films retournent des fois à une forme de simplicité scénaristique. Où en fait, tu as un personnage, un dilemme, son dilemme intérieur notamment, ce qu'il construit en essayant de guérir de son dilemme, et justement la conclusion de ce dilemme. Et ça va passer par plusieurs étapes. Déjà, Zilla va être une forme de traumatisme pour lui. Ça va être son Hiroshima et son Nagasaki. Et en plus, sachant que Godzilla est une métaphore aussi de l'explosion nucléaire, puisque c'est Zilla qui a créé justement cette explosion, qui a créé dans notamment le premier film, et notamment aussi dans celui de Roland Emmerich. Du coup, va suivre justement cet aspect où le personnage va tout faire pour pouvoir survivre. Dans cette société en ruine, un Japon dévasté, il va trouver un travail, fonder une famille justement différente de ce qu'on peut voir au Japon. C'est ça que je mettais sur ce point-là, parce qu'au Japon, on a cet aspect justement de la famille, une femme, et après avoir un enfant. Là, ce qui est très marrant, c'est que la femme, ils vivent en concubinage, mais ils ne sont pas mariés. Ils ne vivent pas ensemble. Et on leur fait souvent la reproche de ne pas vivre à la manière du couple traditionnel japonais. Ce qui en est très intéressant. Justement, parce que sur cet aspect, ça te montre un point de progrès au Japon. À quel point la famille peut se reconstruire. À quel point la famille peut être justement un aspect aujourd'hui évolutif au Japon. Je rappelle, dans un Japon où le taux de natalité ne fait que se casser la gueule. Où en fait, il est avec une femme à qui il vit en concubinage, mais qu'il s'aime, mais juste qu'il ne peut pas aimer parce qu'il a trop de choses derrière lui, de peine et de douleur. Et du coup, c'est ce qui en fait un personnage intéressant. Et la petite, c'est pas une petite pour mettre une petite, c'est justement accepter justement la part de paternité qu'il a en lui, même si ce n'est pas un enfant de lui. C'est un enfant inconnu. Et au final, c'est trois inconnus qui fondent une famille. C'est un peu ça, des fois. On revient à un système de narratif simple, avec des personnages simples, mais justement, qui fait qu'on s'y attache. Et après, il va venir justement ses camarades, justement sur le bateau où il va travailler, le petit jeune un peu, ah non, moi j'ai pas fait la guerre, ça me fait chier, j'aurais aimé faire la guerre, un petit peu genre syndrome un peu John Wayne, j'ai pas fait la guerre moi, American, fuck yeah. Donc voilà, c'est très intéressant. On a le docteur justement qui est un peu spécialiste et qui remplace un peu le savant fou qu'il y avait dans le premier. Là on a un homme plus sage qui met au point une technique justement très intéressante pour pouvoir buter ce cher Godzi. Ce qui est très intéressant. Ce qui est très 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 intéressant. Et du coup, dans la suite de tout ça, il y a cette famille. Il y a Zilla qui revient, qui fait ressortir ses traumatismes, et justement du fait que pour lui, la guerre n'est pas terminée. Il y a un peu ce côté post-syndrome, un petit peu journée un 4 juillet, outrage, ou cet aspect qu'en fait la guerre te marque. La guerre te marque profondément, et que du coup derrière, tu restes même... profondément ancré. C'est un truc qu'on a par exemple en France dans très 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 peu de films. Par exemple le film de Dupontel le traite plutôt bien, justement les problèmes qu'avaient beaucoup de jeunes à la sortie de la Première Guerre mondiale, qui était une guerre ultra meurtrière. Et dont des fois faut avouer, on n'a pas fait le travail avec les soldats. Voilà. Donc du coup, c'est un aspect thématique que je trouve très intéressant déjà dans ce Zilla, de revenir à une simplicité de scénario qui fait on s'y attache. Et je vais revenir justement sur cet aspect de Zilla. Zilla, justement, a ce côté vraiment de créature
monstrueuse, inhumaine. C'est une forme de mal absolu qui veut pas détruire le Japon. Pas pour détruire le Japon. Ah, je suis un méchant diabolique qui veut détruire le Japon. Non, c'est juste une bête. Une bête. Et de revenir justement à cette société d'instinct animal. Et du coup, en fait, que ces personnages vont devoir se battre aussi contre leur nature d'être humain. Et c'est pour ça qu'il y a une scène qui est très intéressante dans le film. Vous savez, moi je spoil évidemment pour vous expliquer tout ça. Le personnage, justement les personnages par exemple de Keiichi et de ses camarades vont aller à une réunion. Et une réunion où le professeur, le professeur va leur expliquer un plan pour buter Zilla. Ce qui est intéressant. Mais du coup, il y a une phrase que dit le capitaine, très intéressante, que la dirigeantia du pays ne sera pas responsable de tout ça. C'est-à-dire que c'est à eux, civils, de faire le travail. Et je trouve ça très juste sur un truc intéressant, que en fait ça montre que ce qui fait un État, c'est pas forcément l'État, c'est surtout les citoyens, le peuple. Et que le peuple, justement, d'elle-même va se débarrasser, avec l'aide un peu de l'armée bien sûr, mais qui va quand même sortir justement, de sortir tout ça pour pouvoir vraiment permettre de s'en sortir et de vaincre cette créature. C'est le peuple qui vainc Zilla. Techniquement, il devait se diriger vers Tokyo. Lady Gerencia n'a rien fait. N'a strictement rien fait. L'État est invisible tout le long du film. Et c'est ça qui en fait pour moi un film intéressant. Toute forme politique, à la différence du film de Hanno, est justement tout à fait évincée pour remettre au centre le peuple. Ce qui fait la particularité du peuple japonais. Et c'est ça qui en fait pour moi un film très intéressant et beaucoup plus qu'un film avec un gros monstre. Et c'est ça qui, et à des moments, faut remettre aussi le contexte d'une société. Quand moi je veux voir certains films, j'aime bien voir des films qui me présentent une culture. C'est pour ça qu'il y a des films que j'aime énormément, notamment qui viennent d'Iran. Je pense à La Nuit de Maham, je pense à Téhéran, j'ai oublié le titre, par ce réalisateur, le cinéma de Jafar Panahi, justement du côté, voilà, le cinéma coréen qui est très intéressant et ça. Et le Japon, depuis pas mal d'années, il s'était ressenti beaucoup sur les films live d'animé, de manga. Et justement, il y a eu une envie justement de réévaluer le cinéma japonais. Et je pense que de ramener le film de divertissement japonais en fait quelque chose d'intéressant. Et justement, quoi de mieux justement d'un film de divertissement japonais où tu y mets le peuple au cœur de tes intrigues. La communauté avant tout. Et c'est ça qui en fait c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, les films Marvel ne marchent plus sur cet aspect-là. C'est pour ça que pour moi, les films de Sam Raimi marchent beaucoup mieux, par exemple. Ou les Batman. Parce que tu vois l'aspect de la communauté et de l'impact que l'action d'un héros a sur l'ensemble de la société. Techniquement, les actions des Avengers, on s'en branle. Ce qui s'est passé dans la galaxie, on s'en branle. Rien à foutre. Et là, tu vois le cœur de l'aspect de la société. Le film dure 2h30. Alors, c'est un rythme particulier, faut l'avouer. C'est un film purement japonais. Où c'est un rythme, du coup, qui est assez, justement, qui prend le temps de développer les choses, avec beaucoup de cadres fixes, et justement, c'est pas pour rien qu'ils ont pris je trouve ça assez marrant, parce qu'ils ont pris quand même un réalisateur qui, depuis quelques années, fait surtout du film sachant que, putain, il a fait 3 films en un an, il est fort le bougre. Notamment, il a fait des films, il a eu des prix pour des films live, enfin des films cinéma, et derrière, il a fait surtout beaucoup de films, justement, liés au manga. Et notamment Daromon et moi, les films Parasite, justement, ou Juseju, Kiseju en japonais, notamment aussi le film Dragon Quest, Your War, et Arsène Lupin, The First, et Daomon, voilà. Le mec est quand même, il est productif quand même, parce qu'il a enchaîné quand même les projets, assez rapidement. Mais du coup, il a cette manière justement de cadrer juste, d'être toujours à la bonne distance avec ses personnages pour nous montrer l'aspect de la société, la communauté. Et je trouve ça très intéressant. C'est un film qui est bourré de bonne qualité, les acteurs sont très bons, les personnages justement sont justes, et moi justement il y a juste un petit peu la fin où je suis en mode ouais bon c'est un peu gros, voilà, mais ça marche. Le film a beaucoup de qualité. J'ai attendu quand même quelques jours, 2 petits jours pour vraiment digérer un peu, pour pouvoir en parler un peu plus pleinement, mais c'est un film qui est bourré de qualité dans plein de domaines, et que justement,
qui mérite un succès. Et justement, c'est à ce moment-là qu'on se pose la question de, mais attends, ils ont fait ce film pour 15 millions de dollars. Et à ce moment, tu te poses, là je mets une aparté. Mais à un moment, tu te poses la question, est-ce que véritablement ces putains d'Almir Locke, excusez-moi pour être méchant, est-ce qu'ils triantent pas du pognon à un moment? C'est ouf, hein. Je vous pose la question, hein, moi j'ai mon avis strictement sur ça, où clairement tu te dis, on arrive à un niveau où, alors certes, ils payent de plus en plus cher les stars, les acteurs, ça devient de plus en plus compliqué. Financièrement, les films sont de moins en moins rentables, mais surtout, ils sont de moins en moins rentables, surtout, et il y a ce détail qui est aussi vachement alarmant, c'est que les films coûtent de plus en plus cher. Je rappelle encore qu'on a eu un film qui s'appelle The Marvel, qui a coûté aussi cher que Endgame. Aussi cher que Endgame. Je trouve ça alarmant de dire qu'un film comme ça, justement, coûte aussi cher. Le film a coûté 220 millions de dollars. Un moment, quand alors, pour un film qui dure 1h45, hein, parce que là, on n'a pas un film qui dure 2 heures, presque 3 heures. Non. Là, clairement, on a un film qui dure un moment. Et à un moment, tu te dis, où va le pognon? Alors, certes, beaucoup dans le cachet des acteurs, les effets spéciaux, sans doute, les techniciens, sans doute, mais je pense qu'il y a vraiment un moment où ça se tire la farfouille comme pas possible, en fait, niveau pognon. Je trouve ça assez ouf. Et justement, j'ai une profonde sympathie pour ce film, pour ce Godzilla, que je trouve qu'il y a une véritable sincérité de cinéma dans tout ce qu'il entreprend. Et je trouve ça très juste. Je trouve ça très juste, justement, de se dire que le film est très bon. Je pense que ça plaira pas à tout le monde. Et justement, de montrer justement des thématiques qui sont très intéressantes. Et certains vont dire que c'est un film, ouais, mais c'est un film profondément japonais. Mais oui, en fait, c'est l'intérêt d'un film, c'est de voir l'aspect culturel d'un pays. C'est pour ça que ma vidéo sur Escort Boy n'a pas marché d'ailleurs, parce que je parle d'un truc vraiment français. Donc voilà, c'est un film j'ai pris beaucoup de plaisir à voir. Je pousse pas tant que ça les politiques, parce que j'ai envie que vous faites votre réflexion, que vous voyez les choses comme vous voulez le sentir. Et clairement, il y a des films comme ça qui te touchent, et ça fait du bien de revoir des films un petit peu old school, vraiment typé 90, un petit peu genre Die Hard, un peu dans l'aspect qui revient à une certaine forme de simplicité. Point Break aussi, hein, pour rien un best film ever, hein, Point Break. Hein. J'aimerais toujours ce film d'amour incontextuel. Donc voilà, c'était une analyse sur Godzilla. J'espère que vous avez aimé. Pensez à vous abonner, à liker, et merci à vous pour vos très beaux retours niveau vue sur Pauvre Créature. Le bouche à oreille du film marche plutôt bien, les vues ont plutôt augmenté, donc j'étais vachement content. Ça me fait super plaisir, franchement, de savoir que vous êtes toujours aussi actifs sur la chaîne. Et je vous dis donc merci à tous de faire vivre cette chaîne. Je vous dis donc à la prochaine, portez-vous bien, tchuss!